toutes et à tous. Bon matin donc pour ceux qui sont côté canadien et bon après-midi donc pour ceux qui sont en Europe. On va commencer donc aujourd'hui la deuxième série de panels dans le cadre de ce colloque lié à la politisation des enjeux de défense dans un contexte aussi de diffusion de narratifs et de fake news. Donc on commence ce matin avec le troisième panel donc qui porte plus précisément sur la politisation des enjeux de défense et d'orientation stratégique, conséquences des ingérences et de la diffusion des fake news. Donc, pour modérer ce panel, ce sera Manon Fitzpatrick de l'Université de Genève, donc qui arbitrera donc les débats. Accompagné moi-même, puisque bon, malheureusement pour des raisons de santé, la professeure Manala Debinska ne peut pas être là avec nous ce matin. Donc, on va avoir les présentations des professeurs Crombois et du docteur Maxime Audinet. Et on aura après une discussion donc avec Manon Fitzpatrick, moi-même, mais aussi avec donc le public sur ces enjeux-là pour faire le lien aussi avec les panels d'hier et le dernier panel de la journée ou de la matinée plutôt qui portera donc sur les contre-mesures potentielles face aux fake news et la politisation négative des enjeux de défense. Je m'arrête ici et donc laisse la parole à Manon Fitzpatrick qui va présenter donc les deux intervenants. Merci beaucoup Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de participer donc à cette table ronde dont je rappelle le titre: La politisation des enjeux de défense et d'orientation stratégique, une conséquence des ingérences et de la diffusion des fake news. Donc, le panel est, comme vous l'avez vu, constitué de deux panélistes que je vais présenter tout de suite. Avant ça, juste peut-être quelques mots sur moi pour savoir qui vous parle. Donc, après une maîtrise en études internationales à l'Université de Montréal, j'ai commencé il y a 4 mois un doctorat à l'Université de Genève sous la direction de Catherine Hoeffler. Et mon sujet porte sur l'approvisionnement de l'Union européenne en matières premières dites critiques. Voilà, donc pas grand-chose à voir avec ce dont on va parler tout de suite, mais j'ai aussi eu le plaisir de travailler pendant mes études à Montréal avec Laurent sur des sujets très proches. Voilà, donc je m'arrête là pour moi et je passe à la présentation de nos deux panélistes. Donc Jean Crombois est professeur associé en politique européenne à l'Université américaine en Bulgarie depuis bientôt 20 ans. Historien et politologue, il détient un doctorat en histoire européenne contemporaine de l'Université libre de Bruxelles et un diplôme de troisième cycle en sciences politiques de l'Université d'Essex. Ses recherches se concentrent sur les politiques étrangères des États membres de l'Union européenne, notamment leurs interactions avec la Russie et la Chine. Il s'intéresse également aux dynamiques du partenariat oriental de l'Union européenne en explorant comment certains États d'Europe de l'Est sont intégrés ou non à l'ordre européen. Et enfin, ces travaux analysent les mécanismes diplomatiques européens, particulièrement dans les zones de voisinage dits stratégiques, et les réponses européennes aux défis géopolitiques dans l'espace post-soviétique. J'espère que j'ai rien oublié. Merci beaucoup de prendre part au panel. Et je poursuis avec Maxime Audinet, qui est donc chercheur en stratégie d'influence à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire à Paris. Spécialiste de la Russie, il est titulaire d'un doctorat en études slaves et en sciences politiques de l'Université Paris-Nanterre. Ses recherches portent sur le rôle des médias et de la propagande dans la politique étrangère russe, en particulier les stratégies d'influence informationnelle déployées par la Russie, donc à la fois en Europe, en Afrique subsaharienne et dans l'espace post-soviétique. Il analyse les outils à la fois institutionnels et non conventionnels utilisés par les États autoritaires pour promouvoir leur influence, notamment à travers les chaînes internationales comme Russia Today et les réseaux sociaux. Et voilà, ses travaux explorent également les formes contemporaines de soft power autoritaire et leurs implications sur l'ordre international. On pourra peut-être revenir sur ce concept. Voilà, je vais aller assez vite. Donc, juste pour vous rappeler, je vais vous passer la parole tout de suite. Donc, étant donné qu'on a deux panélistes, ben, vous avez une bonne quinzaine de minutes chacun, je pense. Laurent, tu confirmes? Voilà, c'est ça. Et donc, à l'issue de cette demi-heure de présentation, on pourra échanger entre vous, poser des questions, et ensuite on ouvrira la discussion au public. Voilà, donc Monsieur Crombois, je vous passe la parole pour commencer, si ça vous va. Bon, voilà, vous m'entendez? Ok, merci à vous, merci à Laurent. Ça fait plaisir de te voir, hein. Je peux tutoyer tout le monde, ok? Je pense que c'est plus facile. Ça fait plaisir de te voir même dans l'espace virtuel. Euh,
Donc, comme je le dis à Laurent et à Fiona quand je t'ai contacté, la problématique de la désinformation n'est pas vraiment l'axe central de mes recherches, même si en fait euh, j'en parle. Et en fait, je suis intéressé à la politique étrangère bulgare dans le cadre de ce colloque, hein, le thème de ce colloque, et les relations entre l'Union européenne et la Russie depuis 2014. Et pourquoi j'ai essayé de me lancer dans ce domaine de recherche, c'est principalement parce qu'il y a assez peu qui était écrit sur la Bulgarie. Et souvent, la Bulgarie était classée parmi les États pro-russes de l'Union européenne. Et vivant en Bulgarie, j'ai considéré que c'était un peu une simplification de la réalité et que les choses étaient en fait un peu plus complexes que cela. Donc, j'ai commencé à analyser depuis 2014 la politique étrangère de la Bulgarie. D'abord, dans le contexte de l'européanisation, la politique étrangère bulgare, et aussi du point de vue de la diplomatie des petits pays, Small Country Diplomacy, des publications qui ont été faites dans ce thème. Et petit à petit, j'ai un peu creusé le concept de politisation, de contestation. J'ai aussi intégré ça aux approches de la théorie des rôles et notamment par une contribution pour le Rubicon en septembre 2022, c'est le mot est correct. Et plus récemment, j'ai participé à une conférence il y a 2 ans avec Justin Massy qui parlait hier et un colloque à Amsterdam en Europe. Et en fait, on a un numéro spécial de la Cambridge Review of International Affairs et qui comprendra nos articles. Et j'imagine que ça sortira au printemps 2025. Ça prend toujours un peu longtemps de publier ces articles. Donc, c'est pour un peu placer le topo, quoi, un peu faire le topo de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, cet article qui sera publié, j'ai juste reçu le feu vert du processus de peer review. Et donc, là, j'analyse plus la politique étrangère bulgare du point de vue de la contestation. Et j'essaie aussi de cartographier la position des différents partis politiques, un peu comme Justin a fait pour le Canada hier, sur les questions des relations avec la Russie et notamment par rapport à la guerre en Ukraine et des positions européennes. Et ce que j'essaie aussi analyser, c'est l'interaction entre les changements qui ont lieu au niveau de la politique intérieure et leurs répercussions au niveau de la politique étrangère bulgare. Euh, Par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que l'euro-atlanticisme, comme on appelle ça ici, a donc le soutien politique de l'Union européenne et de l'OTAN vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis du conflit en Ukraine, est utilisé comme un écran de fumée, comme un smokescreen, par certains partis bulgares pour en fait contrer d'autres partis qui étaient des partis pro-réforme, anti-corruption qui est accusé d'être pro-russe. Donc, c'est un peu le monde à l'envers, hein. C'est les partis, en fait, qui sont pro-occidentaux et qui veulent réformer, qui veulent continuer à réformer le pays au niveau de lutte anticorruption, qui sont labellisés par d'autres partis comme étant, en fait, des partis pro-russes. Et ces autres partis, en fait, euh, se réclament de l'euro-atlanticisme, hein. Donc, c'est un peu les logiques qui sont tout à fait inversées et je trouvais ça assez intéressant, hein. Alors, et dans ce contexte-là, j'ai commencé à aborder les questions de politisation et de contestation. Et là, ça intègre un peu la désinformation. Et en fait, j'émettrais l'hypothèse, ou la thèse peut-être, que c'est pas tellement la politisation qui crée un terreau fertile pour la désinformation, mais c'est plutôt la contestation. En fait, c'est même, je dirais, dans le cas bulgare, et je ne sais pas si on peut extrapoler au niveau d'autres pays, mais je suis arrivé aux conclusions que finalement, c'est le manque de politisation qui en fait suscite cette contestation, qui se nourrit
de la désinformation plus que la politisation qui crée un terreau fertile pour la désinformation. Parce que si on y pense un peu de manière un peu plus conceptuelle, euh, si on parle de politisation, ça implique une discussion démocratique sur des enjeux de politique extérieure. Hein. Et c'est tout à fait positif, tout à fait louable, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si on commence à contester, donc à mettre en question les fondements même de ces délibérations, de ces discussions démocratiques, en assénant des contre-vérités, ces discussions deviennent impossibles. Et c'est ce qui se passe pour l'instant en Bulgarie, c'est que cette politisation est devenue d'autant plus difficile qu'en fait, elle est inexistante, ou elle est pas assez développée, et en lieu de ça, on a une contestation qui se nourrit de toutes les contre-vérités possibles. Par exemple, le soutien à la Bulgarie à l'Ukraine peut tout à fait légitimement se discuter au niveau politique. Mais dans le cadre de ces discussions, très rapidement, les partis pro-russes se sont servis de désinformation, en l'occurrence, qui dirait que la Bulgarie était prête à envoyer des soldats en Ukraine pour se battre contre la Russie, en faisant des références à l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Je vais pas vous faire un cours d'histoire bulgare, mais en fait, durant la Seconde Guerre mondiale, la Bulgarie était du côté de l'Allemagne hitlérienne. Mais le roi de Bulgarie à l'époque avait toujours refusé l'envoi de troupes bulgares sur le front russe en arguant que les Bulgares étaient trop proches des Russes et donc il était impossible pour eux de se battre contre les Russes. Hein. Donc il y a toute cette image qui était utilisée et, euh, et l'idée tout d'un coup que les Bulgares enverraient des troupes en Ukraine se battre contre les Russes, c'était bien sûr une contre-vérité. Il n'a jamais été question. Il n'a jamais été question d'envoyer des soldats bulgares sur le front russe, mais c'est des contre-vérités qui ont été diffusées largement dans certains médias et dans les médias sociaux en particulier. Et donc, ça rend en fait toute discussion impossible. Hein. Un second exemple, dans le cadre du renforcement de la présence de l'OTAN dans les pays dits du flanc oriental de l'OTAN, Eastern Flank. Donc, il y a un renforcement, y compris en Bulgarie. Hein, il y a des troupes de l'OTAN qui ont été. Il y a eu un renforcement de la présence de l'OTAN en Bulgarie, certes beaucoup moins importante que dans les pays baltes et en Pologne. Et dans ce contexte-là, certains médias ont véhiculé l'information comme quoi, et c'est une logique assez scabreuse, hein, il faut un peu suivre, euh, comme l'OTAN envoie des troupes en Bulgarie, comme la Turquie fait partie de l'OTAN, il y aura des soldats turcs qui seront envoyés en Bulgarie et le résultat des courses, c'est qu'en fait la Bulgarie sera placée sous occupation turque. Parce que la Bulgarie a vécu 5 siècles sous occupation ottomane, bon, et qui était un traumatisme qui était vécu comme un traumatisme national. Donc, c'est un peu, évidemment, quand on a ces informations-là, toute discussion démocratique est impossible. Hein? Parce que tout d'un coup, on se fait labelliser comme traître à la cause nationale. Donc, on est soit pro-turc, donc on est traître, ou on est soit anti-russe, anti-culturellement contre la culture slave, et sont aussi participent à un discours d'accusation de traîtrise par rapport à la cause nationale. Euh, et en fait, je pourrais multiplier les exemples, hein, et ça paraît un peu anodin comme ça, mais en fait, je crois que ça participe à un discours plus général de contestation, c'est-à-dire de remise en question des fondements des engagements de politique extérieure de la Bulgarie depuis les 20 dernières années. Et quand je parle des fondements, c'est les fondements euro-atlantiques. Hein. Cette espèce de petit discours, cette petite musique insidieuse qui se glisse dans l'espace public et qui contribue à saper le consensus au niveau de l'orientation euro-atlantiste
de la Bulgarie. Et en fait, c'est l'incidence. Quand on prend tous les sondages, on peut se rendre compte que la Bulgarie, c'est le pays dans lequel le soutien à l'OTAN est le plus faible parmi les membres de l'OTAN. Donc, on est très proche d'à peine 55% de soutien à l'OTAN en Bulgarie, alors que dans les pays baltes, comme vous le savez, ça atteint les 95-96% en parlant belge. Hein. Je suis belge francophone, donc je ne dis pas 95, je dis 95. Donc, ça donne une différence au niveau du soutien à la Russie, le soutien militaire, hein, soutien militaire à la Russie. euh, Encore une fois, cette politique n'est pas soutenue par la majorité de la population bulgare dans les sondages. C'est les niveaux les plus bas de soutien au niveau de l'Union européenne cette fois-ci. Je crois que seulement Chypre fait encore moins bien que la Bulgarie. En tout cas, la Bulgarie est vraiment dans le peloton de queue de ce soutien et on parle de chiffres proches de 30-35%. Hein. Donc, sont aussi très, très faibles. Hein. Alors, est-ce que ça contribue vraiment à changer la politique étrangère? Ça, c'est encore une question qui reste à explorer. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a encore un consensus au niveau des élites, un consensus au niveau de rotation euro-atlantiste de la politique étrangère bulgare. Même si les récents développements ont créé ces dynamiques avec des partis qui refusent le changement, refusent les réformes, commencent à se réclamer d'un euro-atlanticisme de façade, parce qu'en fait, ils sont pas vraiment euro-atlantistes. Donc, ça devient un peu compliqué. Mais en tous les cas, à long terme, il y a certainement un hiatus entre la position des élites politiques et ce qui se passe dans l'opinion publique. Et ce hiatus à long terme pourrait contribuer à saper le soutien de la Bulgarie à l'Ukraine et aux politiques euro-atlantistes vis-à-vis de la Russie. Donc là, je vois quand même un certain risque à long terme. Euh, je ne sais pas comment je sais que le temps, si je dois continuer ou j'ai encore un peu de temps. OK? Euh, Donc voilà, au niveau des contre-mesures, là, parce que c'est un peu le thème aussi, on peut en discuter plus tard, il y a beaucoup d'initiatives louables qui ont qui ont été prises ici en Bulgarie. Il y a pas mal il y a pas mal d'ONG qui essaient de lutter contre la désinformation. Mais malheureusement, il y a un gros problème au niveau des pratiques journalistiques et au niveau du marché des médias et l'organisation des médias. Vous ne serez pas surpris d'apprendre dans un contexte central et est-européen qu'il y a une tendance oligarchique de contrôle des médias. Donc, il y a certains oligarques bulgares qui contrôlent en fait tout l'espace médiatique. Et l'information est franchement contrôlée par ces oligarques. Et au niveau des pratiques journalistiques, il faut aussi savoir, ça m'a un peu surpris, mais maintenant je me suis habitué, c'est qu'en fait le contenu dans les journaux, les articles sont vendus ou sont achetés. En Belgique comme au Canada, j'imagine quand des soutiens sponsors achètent des contenus dans les journaux, c'est indiqué dans les sections spéciales des journaux, ce contenu a été financé, a été payé par X, Y. En Bulgarie, il n'y a jamais ces indications. Donc, si vous êtes un homme politique et si vous voulez que les journaux parlent de vous, ou parlent de ce que vous pensez, vous donnez en fait de l'argent à ce journal pour être sûr que ce journal écrit un article. Vous pouvez même rédiger le contenu de cet article et cet article sera publié dans ce journal sans qu'aucune indication ne figure sur l'origine de cet article. Hein. Donc, ce sont des pratiques qui sont assez douteuses au niveau déontologique. Je ne dis pas que ça concerne toute la presse, mais ça concerne certainement la presse qui est la plus lue dans le pays, la presse la plus, disons, la presse la plus populaire, si vous voulez. Il y a aussi, au niveau pratique journalistique, l'influence des agences de presse russes
qui vendent des contenus qui sont reproduits, qui sont copiés-collés dans les journaux bulgares. Donc, c'est tout ce qui est comme Sputnik, par exemple. Donc, c'est toutes des pêches qui sont faites copier-coller. Et donc, vous imaginez que ça donne lieu à toutes sortes de propagande. Aussi, quelque chose qui est un peu moins connu, mais que j'ai identifié dans mes recherches, c'est des contenus chinois. Hein, il y a des contenus chinois aussi qui se retrouvent dans certains journaux sans que les gens, bien sûr, n'en ont aucune idée. Hein. Je veux dire, les gens n'ont aucune idée que c'est des contenus chinois, mais en fait, c'est des contenus chinois qui sont dans certains journaux et il y a vraiment une récurrence d'articles qui sont en fait fournis par China Today, je ne sais plus du nom, par des agences de presse chinoises et qui sont reproduits ipso facto dans la presse nationale. Et ça, bien sûr, ça, c'est un véhicule extraordinaire pour la désinformation, comme vous pouvez l'imaginer. Et je ne parle même pas des médias sociaux. Il y aurait beaucoup à dire au niveau des médias sociaux, de la pénétration de ces médias sociaux. Il y a des trolls, il y a il y a toutes sortes de contenus qui sont véhiculés de manière plus ou moins déguisée. Et en fait, c'est une question de répéter tout le temps le même message, hein, qui crée en fait, qui crée l'illusion que c'est une vérité et les gens commencent à y croire et commencent à eux-mêmes répéter ces contre-vérités dans leur propre page Facebook ou autre. Et tout ça consolidé contribue à créer un narratif auquel les gens adhèrent de plus en plus. Et voilà, donc il y a quand même, c'est des phénomènes qui sont assez typiques au niveau des démocraties d'Europe centrale et de l'Est. Je dis pas qu'il n'y a pas de contenu étranger dans la presse occidentale, mais certainement c'est pas aussi fréquent. Et en tous les cas, les pratiques journalistiques, la déontologie commande que en fait c'est des contenus achetés, ce soit proprement indiqué dans les journaux, ce qui n'est pas le cas dans la presse ici en Bulgarie. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter ici. On peut peut-être discuter plus longuement de ces différents points. J'avais pas vraiment préparé quelque chose parce que je pensais d'avoir un format plus de table ronde, mais enfin bon, c'est pas grave, c'est pas un problème et je serais ravi de continuer la discussion avec vous durant cette heure qui vient. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, je passe la parole à Maxime Audinet. Merci beaucoup, Manon. Je mets juste mes slides. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que ça marche? Oui, Oui, en mode simple, c'est pas en diaporama par contre. Attendez, je mettrai. Pardon. C'est bon parfait. là, vous le voyez en plein écran? Ok, parfait, très bien. Eh bien, merci beaucoup Laurent et toute l'équipe pour cette invitation. Donc moi, je vais prolonger ce qui vient d'être dit par Jean Combois parce qu'en fait, il y a des choses qui, vous verrez, se recoupent. En fait, je vais vous présenter les résultats d'un projet de recherche qu'on a mené depuis un certain temps en fait avec mon collègue Colin Gérard qui lui est à l'université Paris 8 dans lequel en fait on a étudié la manière dont l'invasion à grande échelle de l'Ukraine avait transformé finalement euh, ce qu'on appelle l'écosystème d'influence informationnelle de la Russie et qui est un programme de recherche qu'on a publié en français dans la revue Réseau sous le titre que vous voyez ici, mais aussi en anglais dans le cadre, et j'y reviendrai tout à l'heure, dans les papers du Rocha Programme de l'Université de George Washington. Et ce qui nous intéressait précisément, c'était justement d'observer un phénomène d'adaptation. On parle aussi de clandestinisation, et je vous expliquerai pourquoi, des acteurs et des pratiques de cette influence informationnelle, qui est par ailleurs un terme qu'on utilise depuis un certain nombre d'années dans nos travaux. En anglais, ça serait information influence, tout simplement, et qui renvoie à l'ensemble des pratiques d'influence qui mobilisent des ressources
et des technologies informationnelles pour agir sur les perceptions et pour modifier les comportements d'une audience cible afin d'obtenir un résultat conforme aux préférences, à la volonté et aux intérêts de l'influenceur. Et on reprend évidemment par là toutes les définitions canoniques de l'influence qui ont été pensées notamment en relations internationales, mais pas seulement. Et donc voilà si vous voulez le cadre de cette recherche. Et, euh, et pardon, d'ailleurs, j'ai oublié au départ de simplement signifier effectivement, merci pour la présentation, mais que c'est aussi justement comment dire, une recherche qui fait suite à un certain nombre de travaux que j'ai pu mener, notamment dans le cadre de ma thèse, puisque j'ai fait en fait l'essentiel de mon terrain de recherche en Russie pour étudier entre 2014 et 2019 justement l'appareil d'influence de la Russie, mais sous l'angle de ce qu'on appelle la diplomatie publique, c'est-à-dire sous l'angle des acteurs finalement les plus visibles en fait de cet écosystème. Euh, Quelques petits éléments aussi méthodologiques, ça je vais être vraiment très rapide, mais simplement pour signaler que évidemment, pour les chercheurs qui travaillent sur la Russie, quelle que soit d'ailleurs la discipline, il y a un enjeu majeur depuis 2022 qui est que eh bien, on ne peut plus conduire des terrains en Russie, notamment des terrains ethnographiques, et que donc ce que Vladimir Gelman a appelé ce choc exogène de l'invasion de l'Ukraine nous invite finalement à une vraie réinvention méthodologique pour pouvoir continuer à produire de la connaissance sur ce pays. Et on essaie de développer avec un certain nombre de collègues, notamment dans le cadre d'un collectif qu'on a créé qui s'appelle Coruscant, qui veut dire, donc si ceux qui ont la ref auront vu donc le nom de la planète impériale dans Star Wars, mais sinon ça veut dire collectif de recherche sur la Russie contemporaine pour l'analyse de ces nouvelles trajectoires. Et l'un des axes qu'on développe, c'est justement le développement ce qu'on appelle des terrains numériques ou tout simplement de l'investigation, l'enquête en source ouverte pour continuer justement à exploiter les traces numériques produites par les acteurs dont je vais parler et en produire de la connaissance. Alors, l'un des résultats les plus significatifs que je voulais vous présenter de cet article qu'on a produit avec Colin, c'est ce schéma d'acteurs sur lequel je vais revenir plus en détail, mais qui finalement est un schéma qui représente l'ensemble de l'écosystème d'influence informationnelle russe connu et documenté. Donc ça s'appuie à la fois sur nos recherches sur le terrain russe, sur des recherches en source ouverte, sur des recherches également, j'allais dire, sur des sources secondaires. Mais donc l'idée était aussi comme finalement cet article vise à vraiment s'interroger sur l'ensemble de cet écosystème, on voulait aussi tout simplement le représenter d'une manière la plus, je dirais, panoramique possible, là où c'est vrai que la recherche, et y compris nos travaux, ont tendance à parfois traiter de ces objets en silos, de manière finalement séparée. Alors, c'est un écosystème qu'on divise en trois catégories d'acteurs. Les acteurs étatiques d'abord, qui sont les acteurs a priori les plus importants, donc notamment les médias d'État, de propagande d'État, RT et Sputnik, que Jean a mentionné tout à l'heure. Ce qu'on appelle aussi la diplomatie numérique, c'est-à-dire toute la communication en ligne des ambassades, des ministères régaliens qui participent à la politique étrangère russe, mais aussi toutes les opérations les unités des services de renseignement russes qui sont en charge des opérations d'influence à l'étranger. On a une deuxième catégorie d'acteurs qui, à mon avis, est peut-être la plus intéressante, qui sont ces acteurs non officiels, semi-étatiques, semi-privés. C'est évidemment dans un contexte autoritaire comme celui de la Russie, des catégories d'acteurs qui s'inscrivent dans une espèce de statut relativement ambigu en fait dans leur relation avec l'État mais qui sont aussi des acteurs qui ont été qualifiés dans la littérature d'adhocratiques, de ad hoc, parce qu'en fait, ce sont tout simplement des acteurs auxquels l'État va déléguer une partie de ses fonctions régaliennes en matière justement d'influence, mais aussi en matière d'usage de la force. On pense évidemment au groupe Wagner. Euh, et justement pour agir à sa place dans un certain nombre de domaines. Et c'est vrai que donc mes collègues Marlène Laruelle et Kevin Limonier
ont développé cette notion d'entrepreneuriat d'influence pour parler notamment de Prigojine, c'est-à-dire en fait des acteurs qui investissent, des hommes d'affaires souvent qui investissent leur capital financier dans des opérations d'influence pour servir l'agenda officiel, mais aussi leur propre agenda. Et on propose en complément de cette notion avec Colin Gérard, la notion de contractuel de l'influence ou de prestataire des informations, qui en fait essaie si vous voulez, d'illustrer aussi ce phénomène par lequel l'influence et la désinformation devient aussi un marché en Russie, c'est-à-dire dans une logique finalement assez néolibérale, où vous avez des acteurs privés ou semi-officiels qui se positionnent pour obtenir des marchés publics, pour mener justement des opérations d'influence à l'étranger. Et je vous en donnerai quelques exemples. Et enfin, un dernier type d'acteur, qui est sans doute la catégorie la plus complexe à borner, ce sont ce qu'on appelle les acteurs tiers étrangers qui, dans les pays ciblés, en fait, vont agir comme des relais de l'influence russe pour des raisons qui sont très variables. Elles peuvent être lucratives, elles peuvent être militantes, elles peuvent être idéologiques. Ce sont aussi évidemment des acteurs qui ont leur propre agentivité et qui trouvent eux-mêmes un intérêt à travailler, coopérer avec des acteurs russes, voire parfois les instrumentaliser. On le voit beaucoup en Afrique subsaharienne en ce moment. Ces acteurs peuvent être des responsables politiques, des leaders d'opinion, des entrepreneurs différents, des médias, des journalistes. Et d'ailleurs, ce que Jean, tu disais tout à l'heure vis-à-vis des journalistes bulgares, c'est un phénomène qu'on voit par exemple de manière extrêmement, j'en reparlerai un petit peu si ça vous intéresse, mais qu'on voit de manière très répandue en Afrique subsaharienne et au Sahel, à travers des phénomènes notamment de ce qu'on appelle le per diem, mais aussi tout simplement une capacité de ces acteurs à capitaliser sur la précarité des espaces médiatiques locaux pour mener des ingérences informationnelles et pour faire ce que tu décrivais, c'est-à-dire en fait une forme de blanchiment de contenu, quoi. On va payer des journalistes, des médias pour pouvoir diffuser des contenus qui sont favorables à telle ou telle figure politique, ou en l'occurrence ici à des acteurs étrangers comme les acteurs russes. Alors, je vais revenir sur ces différents acteurs, peut-être en passant un tout petit peu plus de temps sur RT Sputnik, parce que c'est vraiment mes objets de recherche depuis un petit moment. Et puis surtout parce que je crois que ce sont ceux qui peut-être illustrent le plus ce phénomène de mutation et d'adaptation de cet écosystème au nouvel environnement informationnel qui a émergé après 2022 et qui s'est notamment manifesté par une forme de découplage des espaces informationnels russes d'un côté et occidentaux de l'autre. Vous vous souvenez notamment que RT et Sputnik sont des médias qui ont été interdits, suspendus, puis ensuite interdits au sein de l'Union européenne à la suite de l'invasion de l'Ukraine. En Russie, vous avez toute une série de plateformes occidentales qui ont été interdites. Euh, Quelque chose qui illustre assez bien ce phénomène, c'est la plateforme, enfin, c'est le groupe Meta qui a été placé sur la liste des organisations extrémistes puis terroristes en Russie. Donc, ça atteint quand même un niveau assez important. Et dans le cas de RT, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment vu un phénomène d'adaptation très nette à ces sanctions, ou en tout cas une tentative de contourner ces sanctions. Alors, il y a un certain nombre de branches de RT Sputnik qui ont fermé, d'autres se sont relocalisées en Russie. C'est par exemple le cas de RT en français ou RT en allemand, qui avaient été installés à Berlin et à Paris et qui ont été réinstallés en Russie. D'autres ont fermé, comme RT America ou RT UK aux États-Unis et en France. Et tout ça s'est traduit par une baisse assez significative de leurs audiences. Vous voyez à peu près 40 millions d'audiences en moins. Et ça, c'était juste aussi pour vous montrer assez rapidement le type de méthode que je mobilise et qui m'intéresse, ce qu'on appelle l'analyse textuelle ou l'analyse lexicométrique, où j'ai observé comment RT couvrait l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et vous pouvez voir en l'occurrence je sais pas si vous replongez dans ce moment-là, mais en tout cas, le 3 mars 2022, donc quelques jours après l'invasion, la Douma, le Parlement russe, va adopter une loi de censure qui va notamment criminaliser ce que les Russes appellent la diffusion de fausses informations sur les forces armées russes et qui va proscrire l'usage des termes guerre et invasion dans le débat public et notamment dans le débat médiatique. Et là, vous pouvez voir typiquement sur RT que cette notion d'invasion de l'Ukraine qui avant l'invasion
était toléré, puisqu'en fait, il s'agissait tout simplement de la discréditer. Donc, on pouvait en parler pour dire que ça n'arriverait pas. Et alors, vous voyez qu'après l'invasion et cette loi de censure, c'est une notion qui va totalement chuter et qui va être remplacée par cet euphémisme d'opération militaire spéciale qui, jusqu'à aujourd'hui encore, est le terme qu'utilise le pouvoir pour qualifier cette invasion de l'Ukraine. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais, on a vu que ces médias se sont vraiment adaptés. Donc, c'est pour ça que nous, on utilise cette notion de clandestinisation, à la fois parce que euh, elle prolonge un terme qui a été utilisé par Margarita Simanian, qui est la patronne de RT, qui est, pour ceux qui connaissent la Russie, elle est très connue. Pour ceux qui connaissent moins, c'est vraiment une des trois principales propagandistes d'État, si vous voulez, on pourrait dire, en Russie. Et elle-même a parlé de, je trouve que la métaphore est assez parlante, de méthode de partisans en référence aux résistants à l'Allemagne nazie, résistants soviétiques à l'Allemagne nazie, et en disant que les méthodes qu'utilisaient les partisans, notamment des méthodes de guérilla, de sabotage, étaient transposées dans l'espace informationnel, notamment par ces médias. Donc, ces méthodes de contournement, elles sont passées par plusieurs moyens. Euh, Aller sur des plateformes vidéo alternatives, souvent très prisées par les milieux conspirationnistes, parce qu'ayant des politiques de modération de contenu beaucoup moins restrictives et, et, et en l'occurrence que YouTube, mais pour des bonnes raisons, parfois dans le cadre de YouTube. Donc, ils sont allés sur ces plateformes. Ils ont également financé des entités tierces et je pense notamment, puisqu'en fait, on en a beaucoup parlé au moment des élections américaines, puisque le renseignement américain a énormément déclassifié des informations sur ces ingérences russes, justement pour ne pas reproduire l'erreur, ou en tout cas l'effet de sidération qui avait présidé en 2016 au moment des ingérences russes de 2016. Donc là, l'idée, c'était vraiment de publier en amont pour couper l'herbe sous le pied de ces phénomènes. Et Tenet Media, en l'occurrence, cette société qui était installée dans le Tennessee, était en fait une société financée par RT, interdit donc aux États-Unis. Donc RT a réussi à financer cette structure à hauteur de 10 millions de dollars. Et derrière, cette société a notamment financé des influenceurs d'extrême droite ou proches des mouvances MAGA pour, là encore, blanchir des contenus et promouvoir un certain nombre de contenus favorables aux intérêts de la Russie. C'est passé également, et ça c'est un phénomène sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, donc je vous montre ce schéma qui est extrêmement dense et quasiment d'ailleurs illisible, mais il figure dans l'article, mais c'est pour vous montrer l'ampleur de ce phénomène. Ça a consisté pour RT et Sputnik à fragmenter leur infrastructure numérique et si vous voulez, à créer des dizaines et des dizaines de sites miroirs qui, eux, sont accessibles dans les pays où ces médias sont interdits ou bloqués par les régulateurs, donc sont accessibles sans recourir à un VPN. Par exemple, pour vous donner un exemple, de.rt.com, qui était le site de RT Deutsch en Allemagne, et n'est plus accessible, mais vous avez, par exemple, rtde.xyz, qui est un site miroir qui, lui, est toujours accessible à ce jour, et vous en avez des dizaines comme ça qui ont été mises en place. Euh, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, il y a un autre phénomène qu'on voit beaucoup aussi, c'est une ouverture vers d'autres bassins d'audience de la part de ces médias, et l'Afrique subsaharienne en fait notamment partie. Donc, on a une augmentation des contenus produits sur l'Afrique. On a plusieurs partenariats qui ont été signés avec un certain nombre de médias établis ou de médias plus tabloïds, ce qu'on appelle la presse jaune aussi en Afrique, médias, des médias qualitativement beaucoup moins rigoureux ou avec une déontologie très limite et qui leur permettra aussi de faire du blanchiment de contenu. Euh, on a le développement, ça, si vous voulez, j'y reviendrai parce que je viens de publier un gros travail sur ça, sur la résurgence du récit anticolonial en Russie. Et donc, on voit très bien que ces médias s'appuient sur cette instrumentalise finalement cette mémoire du soutien soviétique à la décolonisation pour pouvoir, dans la période contemporaine, légitimer cette présence de la Russie. Donc, ça, on pourra en reparler. Mais je voulais revenir et je sais pas, il me reste peut-être 3 minutes, ça, 3 minutes. Ok. Pour simplement revenir sur d'autres phénomènes qu'on a vu à l'œuvre. Alors, il y a évidemment, même si ça c'est le plus difficile pour nous chercheurs, c'est les actions informationnelles des services de renseignement. En l'occurrence ici,
l'un des phénomènes intéressants, c'est celui des opérations qui rappellent ce qu'on appelait à l'époque soviétique les mesures actives du service A de la première direction générale du KGB, qui étaient des opérations de manipulation, de subversion, d'influence. Et l'histoire des étoiles de David, dont vous avez peut-être entendu parler, en tout cas qui a été une opération qui objectivement a très bien réussi en France, euh, pas uniquement à cause des acteurs russes, mais aussi à cause des acteurs médiatiques français peu scrupuleux qui ont repris cette histoire avant de vérifier de qui était derrière ces tags d'étoiles de David bleues, donc qui ont survenu quelques jours après les attentats terroristes du 7 octobre. Euh, mais je voulais, pour terminer, parce qu'en fait, je vais pas, hélas, avoir le temps, mais revenir sur deux autres acteurs importants de cet écosystème. D'abord, en vous parlant de ce qu'on a appelé la galaxie Prigogine, c'est-à-dire en fait tous les acteurs liés à feu Yevgeny Prigogine que tout le monde connaît, fondateur de Wagner et du projet Larta. Ce projet Larta, il était plus connu sous ce nom de Internet Research Agency, donc ces usines à trolls. En fait, c'est beaucoup plus large que l'Internet Research Agency et que les usines à trolls, mais en tout cas, c'est le projet d'influence et de désinformation financé par Prigogine qui a servi à légitimer la présence russe, notamment en Afrique, à dénigrer la présence française. Là, vous voyez qu'il y avait toute une production artistique assez considérable avec des dessins animés, notamment l'ours et le lion, avec ces hyènes qui sont comment dire, associés à la présence française et qui était par exemple un dessin animé diffusé dans les écoles à Bangui, en République centrafricaine, où le groupe Wagner est très présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'après la mort de Prigogine, le groupe Wagner c'est aussi très largement adapté finalement, enfin a été partiellement démantelé par l'État russe, par le ministère de la Défense et son service de renseignement. Mais on voit que dans certaines parties d'Afrique subsaharienne, notamment en RCA et au Mali, vous avez une survivance de ce groupe et de ses activités informationnelles, ce qu'on a aussi cherché à montrer sur ce graphique qui évoque, si vous voulez, des actifs informationnels du projet Larta, c'est-à-dire des comptes tout simplement sur les réseaux sociaux qui publiaient des contenus favorables à Wagner, qui ont arrêté de tweeter après la mort de Prigogine, mais qui ont repris par la suite quelques semaines plus tard, au moment où finalement, et aujourd'hui, ils sont toujours actifs plus d'un an et demi après la mort de Prigogine. Et dernier acteur, et là je vous jure que je m'arrête parce il est vraiment intéressant, c'est ce qu'on a appelé l'opération Doppelganger. Donc pour ceux qui suivent les sujets ingérence, c'est devenu vraiment une opération importante menée par la Russie à la fois en Ukraine, en Europe occidentale, mais aussi en Amérique du Nord. Euh, euh, et c'est par exemple une opération, pour ceux qui connaissent, qui pratique le typo-squatting et l'usurpation de médias établis ou de sites officiels, donc pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas et diffuser ainsi des faux contenus. Donc là, vous en avez deux exemples ici, mais juste pour terminer, et là vraiment c'est la fin. Ce qui est intéressant avec l'opération de Paul Ganger, c'est que justement, elle témoigne de ce phénomène aussi qu'on voit de plus en plus présent en Russie, d'une forme d'externalisation des opérations d'influence informationnelle à des acteurs privés, puisque dans le cas de cette opération, en fait, on est face à un réseau piloté par ce monsieur, Ilya Gambachidze, qui est vraiment un entrepreneur de désinformation, et qui, d'une part, a fondé deux sociétés de marketing numérique qui ont gagné des contrats publics auprès de ce qu'on appelle l'administration présidentielle, qui est vraiment l'institution la plus puissante en fait en Russie au sein du Kremlin. Euh, et qui surtout est un personnage intéressant parce que il nous rappelle, et je crois que c'est assez fondamental pour envisager comment on répond à ces phénomènes, que derrière, on a aussi des acteurs qui cherchent à convaincre leurs propres clients, leurs propres commanditaires, que ce qu'ils font fonctionne et ils ont besoin qu'on parle d'eux. Ils ont besoin qu'on parle d'eux, ils ont besoin d'être médiatisés, notamment dans les pays occidentaux, y compris quand on parle mal d'eux. Et c'est tout à fait le genre de choses qu'on peut voir avec ce personnage, Ilya Gambachidze, qui capitalise sur les projections qu'on renvoie finalement sur les ingérences russes
à tort ou à raison, parce que parfois, effectivement, ce sont des opérations qui fonctionnent très bien, parfois elles ne fonctionnent pas du tout, et il faut aussi le dire. Je crois que c'est une chose assez fondamentale, notamment pour les journalistes. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. J'ai été un petit peu trop long, je suis désolé, mais en tout cas, avec plaisir pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Merci. Merci beaucoup. Euh, ouais, on voit encore votre écran, mais je pense que... Ouais, parfait. Euh, Laurent, je ne sais pas exactement comment tu souhaites procéder à ce moment-là. On peut soit juste faire réagir donc les deux panélistes entre eux, si vous avez des choses enfin des choses qui vous sont venues en écoutant l'un et l'autre parler. Sinon, moi j'avais juste des petites questions éventuellement pour lancer, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre forcément. C'est juste des choses qui me sont venues personnellement. Je me demandais donc pour Jean Crombois. euh, Moi, je suis très frappée par le discours conservateur russe, enfin, et donc dans ces narratifs stratégiques dont vous parliez, Maxime Audinet, qui mêlent à la fois des éléments extrêmement conservateurs, mêlés des fois à un discours anti-colonial et tout ça. Je me demandais en Bulgarie, quelle prise ont ces arguments conservateurs? Est-ce que c'est ça qu'on retrouve dans les médias surtout? Voilà, ça c'était juste une question. Et peut-être plus pour Maxime Audinet, euh, peut-être revenir un peu, parce que je trouve ça super intéressant sur le contexte de désinformation dans les pays africains, et notamment tout ce discours anti-impérialiste. Est-ce que ça marche vraiment en fait? Enfin, c'est une question naïve, mais enfin, voilà. Et aussi, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais il y a eu quelques articles qui sont sortis récemment, notamment un dans Le Monde, où c'est des confessions de repentis, entre guillemets, d'acteurs locaux qui travaillaient pour des influenceurs russes, on va dire. Mais moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a une grande fébrilité des acteurs russes sur le terrain. Enfin, ils sont constamment en train de surveiller euh, vraiment leur relais sur le terrain. Donc, je sais pas si ça ne donne pas l'impression d'une grande confiance. Et ça donne l'impression d'une fébrilité. Est-ce que c'est le signe voilà, d'une perte d'influence possible? Voilà, c'est peut-être naïf comme question, mais voilà, je vous laisse répondre et échanger entre Pas vous. du tout. Maxime, tu veux commencer ou... Comme tu veux. Moi, j'avais peut-être une petite question aussi pour toi, Ok, Jean. vas-y, Si, vas-y. Ouais, vas-y. si comme ça, je Ok. sais pas si Manon, je peux poser la question en même temps, comme ça. Oui, Ok. vas-y, oui, oui, c'est bon, parfait. Moi, j'avais deux questions. J'ai été très frappé par ce que tu disais sur cette capacité, en fait, cette vulnérabilité du paysage médiatique bulgare. J'ai été aussi en Bulgarie plusieurs fois et je m'attendais pas à ça, enfin à quelque chose. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans des pays où il y a une très très forte précarité économique des médias. Alors justement, c'est peut-être ma question. C'est est-ce que tu expliques ça par la précarité des médias en Bulgarie et le fait que des journalistes acceptent de se vendre au plus offrant? Est-ce que ça peut même avoir pour conséquence une semaine, un journaliste va aller dans le sens d'un député d'un parti de gauche. La semaine d'après, il va défendre un député d'un parti de droite ou d'extrême droite. Ou est-ce que c'est à ce point-là? Et voilà, comment tu expliques ça? Et peut-être aussi, je me demandais, puisque tu es dans la zone et la région, est-ce que tu pourrais, enfin, je sais pas si tu as des éléments à nous donner sur comment les Bulgares ont perçu ce qui s'est passé en Roumanie ces J'ai derniers jours justement parlé, avec oui, oui. ce phénomène enfin moi je trouve que je sais pas trop d'ailleurs quoi penser de cette histoire d'interdiction d'un scrutin sur la base d'ingérence. C'est quand même une première, un précédent qui est à mon avis considérable. Et j'ai du mal à voir quelque chose de positif dans ça, même si je peux comprendre les raisons. Je trouve que ça peut créer un précédent assez dangereux en fait. Et en même temps, voilà, je sais pas trop quoi en penser encore et ça m'intéresserait d'avoir comment dire, l'analyse de quelqu'un qui n'est pas trop loin, même si tu es en Bulgarie et pas en Roumanie. Merci. Ok, bah, pour répondre aux questions, oui, le discours conservateur est vraiment, vraiment pénètre vraiment la société bulgare, hein. Il y a eu les débats sur les questions de LGBTQ. Il y avait une grande discussion sur les contenus au niveau de l'éducation sexuelle à l'école, des manuels scolaires. Et là, évidemment, il y a eu
un déferlement de discours conservateurs, anti-occidentaux, anti-libéraux. C'est clair, ça participe, c'est la même origine, ça vient de la même origine, c'est le même but. C'est toujours cette entreprise de SAP, de l'ancrage occidental de la Bulgarie. Et en fait, dans l'histoire de LBTGQ, de ces discussions-là, c'était impossible d'avoir une discussion parce que aussitôt qu'on parlait de ces sujets-là, on était labellisé comme étant, en fait, ah oui, bah, comme étant décadent, pro quelque chose, enfin bref, et ça rendait toute discussion impossible. Les gens même avaient peur, les hommes politiques, même les hommes politiques modérés et pro-occidentaux avaient peur d'aborder la question parce qu'ils avaient peur de l'effet en fait boomerang sur eux au niveau des électeurs, au niveau de l'opinion publique. Donc ça a vraiment paralysé toute la discussion et ça a rendu toute discussion tout à fait impossible. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent. Il y a une vague, bon, c'est très bien, il y a une vague conservatrice de droite en Europe, hein, c'est pas limité aux pays de l'Est et du centre, mais c'est certainement beaucoup plus visible dans ces pays-là. Au niveau des pressions, oui, écoute, d'abord, c'est bon, il faut un peu nuancer quand même, parce que ça ne concerne pas tous les journalistes, hein, il faut quand même nuancer. Il y a encore des journalistes très très braves qui essaient de faire leur métier, mais c'est quand même très difficile pour eux, notamment au niveau de leur survie économique. Et aussi, c'est très difficile aussi pour eux au niveau judiciaire. J'ai un ami, par exemple, qui a fondé le site Euractiv.bg, qui est en fait une franchise euractiv.com que vous connaissez peut-être. C'est un site de nouvelles online au niveau de l'Union européenne. Et en fait, lui, il a décidé de mettre le siège. Il avait l'avantage de vivre en Belgique. Il a mis le siège de sa société en Belgique pour échapper au procès qui lui serait intenté s'il avait été en Bulgarie. Hein. Donc, ça vous donne aussi une idée de l'environnement dans lequel les journalistes exercent ici dans le pays. Donc, il y a des médias qui sont franchement biaisés, quoi. Je veux dire, c'est surtout au niveau télévisuel. Je veux dire, il y a des interviews d'hommes politiques, ben, c'est à mourir de rire, quoi. Hein. C'est vraiment, je veux dire, il y a aucune il y a aucune contradiction. L'homme politique dit une contre-vérité, le journaliste ne dit rien. C'est assez flagrant. Il y a des pressions, il y a des pressions politiques. Il y a un oligarque bulgare dont le nom est Pevski, qui est considéré comme étant l'homme le plus puissant de la Bulgarie et qui en fait qui est sur Magnitsky Act. Hein. Son nom est sur la liste de l'acte de Magnitsky et il contrôle en fait les principaux médias, hein, la Yellow Press, hein, les presses jaunes, les presses populaires, et c'est clair que le contenu de ces médias est tout à fait orienté, quoi. Je veux dire, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a eu des journalistes au niveau de la télévision qui ont perdu leur emploi parce ils ont un peu critiqué cette personne et ils en ont payé de leur job, hein. Et je ne crois pas qu'ils ont été capables de retrouver un emploi après. Donc, il y a aussi certains cas, mais de moins en moins, il faut quand même l'avouer aussi, il y a de moins en moins de violence physique à l'encontre des journalistes. C'était plutôt le cas il y a 10 15 ans. Maintenant, c'est quand même beaucoup moins fréquent. Même s'il y a encore eu des cas ici et là de violence physique contre des journalistes, donc ça peut arriver aussi. Hein. Euh, voilà. Alors, ce qui s'est passé en Roumanie, oui, c'est vraiment la grande affaire ici. Et aussi, juste en mentionnant en passant, il y a une discussion au niveau européen qui est assez intéressante pour l'instant parce que c'est assez technique, mais il y a une législation européenne sur les services digitaux et il y a la problématique de l'accès aux données des plateformes pour les chercheurs qui veulent faire des recherches qui sont liées au risque systémique pour l'Union européenne et tout le débat est de savoir si ces chercheurs auraient accès aux données de ces plateformes et dans quelles conditions. Et en fait, les hommes roumains est assez parlant à cet égard parce qu'en fait, l'histoire est un peu rocambolesque, mais apparemment, celui qui a terminé premier là, aux élections présidentielles, il y a eu une campagne sur TikTok
une campagne massive sur TikTok qui s'est déclenchée 48 heures avant les élections. Moi, j'ai des amis roumains qui m'ont dit que ce gars était tout à fait inconnu 3 jours avant les élections. Il a réussi à terminer en première position. Donc, c'était tout à fait inédit, tout à fait incroyable. C'était un peu trop beau pour être vrai. Euh, en même temps, les gens n'ont pas accès aux données les gens n'ont pas accès aux données de TikTok pour savoir vraiment ce qui s'est passé, qui a payé, parce qu'en fait, on ne sait pas qui a payé ce contenu, qui a payé cette campagne. Le candidat lui-même dit qu'il a absolument rien dépensé pour sa campagne. Euh, donc, on en a quand même beaucoup parlé ici en Bulgarie, hein, c'est assez proche, donc c'est assez normal. Euh, mais c'est certainement un signal d'alarme pour ce qui pourrait se passer dans l'avenir, notamment en Bulgarie. Euh, je ne sais pas si je vais prendre position sur la décision de la Cour constitutionnelle, mais selon l'information que j'ai, il y a quand même pas mal de doutes et pas mal de questions pour, euh, pour invalider cette élection. Est-ce que ça a créé un effet contraire? Ça, c'est difficile à dire, évidemment, mais il y a quand même certains éléments. Et je sais qu'il y avait des pressions de Bruxelles sur les autorités roumaines pour faire un peu la lumière sur ce qui s'est Mm. passé au Sur niveau ce des choix, ouais. élections. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Euh, mais c'est clair, ça participe aussi, cette nébuleuse au niveau des plateformes et l'accès aux données me semble assez important pour en fait analyser la manière dont ces choses se passent, surtout au niveau d'ingérence électorale, hein, au niveau, voilà, c'est un peu les réponses certainement complètes à tes questions ou à vos questions, mais c'est ce que je peux dire pour l'instant. Mais ça m'a intéressé avec ton exposition pour l'Afrique, parce que c'est vrai que la précarité est quelque chose de très important. La précarité de l'espace médiatique, la saturation de cet espace médiatique, et je crois que malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas assez abordé euh, Ouais. dans les politiques européennes vis-à-vis Mm, mm. des pays d'Europe, du centre et de l'Est. On parle de très petits pays, de très petits marchés de tendance monopolistique, de tendance oligarchique, pour dire le mot, hein, avec des oligarques. En fait, il y a des oligarques, hein, c'est ces gens qui ont des intérêts, ça va des hôtels jusqu'aux médias en passant par la construction. Et il y a vraiment une concentration de ces intérêts comme ça au niveau de certains individus et ça pose problème. Mhm. Non, mais je suis d'accord. Je pense que d'ailleurs, c'est un projet qu'on a, mais c'est d'essayer de faire vraiment une analyse comparée de, de ce qui se passe. Alors, je pensais pas justement à la Bulgarie, mais moi, j'étais plutôt parti sur comparer ce qui se passe en Moldavie, notamment, Oui, mais c'est la même chose, sans et au trop Sahel, détails. et au Sahel, voilà. Mhm. Et voilà. Et au Sahel, mais en tout cas, parce que bon, on est face à finalement aux mêmes acteurs et on voit très bien que cette fragilité des espaces médiatiques des pays ciblés est un atout, enfin en tout cas est très travaillé, et très instrumentalisé par des acteurs qui souhaitent justement propager des récits favorables à leurs intérêts. Et c'est justement ouais, pour répondre Manon à votre question. Voilà, moi c'est comment dire le constat de départ c'était cette observation justement d'un retour d'une rhétorique anticoloniale très massif en fait dans le discours politique russe depuis 2022. On l'avait déjà observé en fait de la part de Prigojine au Sahel dès 2020-2021, mais vraiment après l'invasion de l'Ukraine, pour ceux qui suivent un petit peu le débat russe ou le discours politique russe, c'est très frappant. Enfin, on voit vraiment ce retour de cette rhétorique anticoloniale. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me demander à la fois pourquoi cette rhétorique revenait au goût du jour après avoir été quasiment totalement abandonnée à la chute de l'URSS, alors même que c'était évidemment un discours très structurant de comment dire de la politique étrangère soviétique vis-à-vis de ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque. Et puis en même temps, ce qui m'intéressait aussi, c'était justement de voir comment, au-delà de la construction de ce récit, parce que c'est un récit, mais bon, ça, je vais pas
pas m'étendre parce que je n'ai pas le temps, mais comment il était ensuite justement diffusé et projeté dans un certain nombre de pays, et notamment en Afrique subsaharienne. Et là encore, c'est très visible à la fois de la part d'acteurs comme RT Sputnik pour se légitimer, de la part de, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais de African Initiative, qui est cette nouvelle organisation qui est liée à ce qu'on appelle maintenant l'Africa Corps, le corps africain. Donc, c'est ce corps expéditionnaire russe qui est très actif en ce moment, notamment au Burkina Faso et au Niger. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est à la fois de, si vous voulez, de légitimer la présence russe en tissant une continuité avec ce qu'a fait l'Union soviétique. L'idée c'est aussi de raviver et de renouveler la critique occidentale à travers ce qu'on appelle aussi une forme d'inversion accusatoire ou de whataboutisme, c'est-à-dire qu'au moment où la Russie mène une guerre d'agression néo-impériale en Ukraine, elle renvoie les pays occidentaux à leur passé colonial et à leur présent néocolonial. Donc, c'est une manière de détourner aussi l'attention. En tout cas, ça, c'est voilà, les objectifs qu'on peut observer. Et enfin, c'est justement de s'appuyer sur un récit qui est évidemment dont la Russie n'a pas le monopole et qui est déjà très présent dans les sociétés ciblées, notamment en Afrique de l'Ouest et au Sahel, mais ailleurs aussi en Afrique. Et donc d'essayer de tisser des espèces de convergences des convergences discursives, idéologiques. Et pour répondre du coup à votre question sur les effets, qui est la question qu'on se pose à chaque fois, mais là en l'occurrence, oui, ça fonctionne parce que c'est un récit déjà présent et parce que la Russie parvient, enfin la Russie, comment dire, c'est un récit qui est fondé aussi sur, qui n'est pas fondé que sur de la désinformation précisément. La mémoire de la colonisation, c'est très présent et ça peut être évidemment exploité. Le fait que la Russie n'a jamais été une puissance coloniale en Afrique, elle a été ailleurs, ça c'est une autre discussion, mais en Afrique est aussi comment dire, un positionnement qui lui accorde une certaine légitimité, notamment dans la perception que, par exemple, il y a pas mal de travaux qui ont été menés sur la perception de la guerre en Ukraine dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Et on voit bien que c'est perçu comme une guerre entre pays du Nord, une guerre entre blancs, un petit peu avec les schémas, si vous voulez, de la guerre froide. L'Ukraine est un État proxy uniquement voilà, d'une conflictualité entre grandes puissances russes et occidentales. Il y a une négation de la gentilité ukrainienne. Bon, c'est un discours qu'on entend aussi en Europe parfois, hein, encore un autre sujet. Mais de ce point de vue, ça peut fonctionner. Est-ce que l'enquête à laquelle vous faisiez référence, qui en fait a effectivement été publiée dans Le Monde, mais l'enquête c'est Forbidden Stories, qui est un consortium de journalistes qui travaillent sur justement les journalistes menacés. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas lu cette enquête, elle est absolument fantastique, comme d'ailleurs tout ce que fait, tout le travail que fait ce groupe de journalistes, quel que soit le contexte, mais effectivement, ils mettent très bien en évidence ces pratiques à la fois je dirais, de corruption de journalistes, d'externalisation, de sous-traitance, le fait de s'appuyer sur des écosystèmes locaux, mais aussi, et ça c'est un élément fondamental, un usage aussi de la violence, un usage de la coercition dans les interactions des acteurs russes avec des journalistes africains, puisqu'il y a des menaces de mort, des intimidations très fortes. Mais donc voilà, en fait, on a l'ensemble du spectre. Il y a de la séduction, il y a une attraction pour le discours défendu par la Russie. Il y a aussi un enjeu économique, c'est-à-dire quand Efrem Yalike, qui est le journaliste justement qui a travaillé pour le compte de la Russie et qui maintenant est exilé quelque part en Europe, puisqu'il a été mis sous protection après ces révélations, ben lui, il explique qu'il a quadruplé ou quintuplé son salaire en collaborant avec les Russes. C'est-à-dire que sinon, il gagnait quelques milliers de francs CFA. Là, il a pu, je crois qu'à la fin, il touchait 700 000 francs CFA, ce qui est 5 fois plus que ce qu'il gagnait avant en travaillant pour le compte de la Russie. Donc voilà, c'est évidemment ça. Et ensuite, il y a la coercition, la menace, et ça, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, quand vous interrogez des gens qui travaillent sur le Burkina, le Mali, la RCA évidemment, le Niger de plus en plus, c'est que en fait les journalistes ne peuvent pas parler de la Russie
ne peuvent pas documenter les actions menées par la Russie sans être immédiatement menacés, enfin, sauf s'ils sont propagandistes, évidemment, s'ils le font pour louer absolument tout ce que fait la Russie, ou en tout cas les acteurs russes présents sur place. Mais surtout, ce qui domine, c'est un climat d'autocensure qui est extrêmement prononcé, y compris dans des médias indépendants, d'ailleurs, qui n'osent plus parler finalement de cette présence russe. Et ça, c'est un phénomène qu'il faut absolument documenter aussi, parce que on a tendance à se concentrer uniquement sur le tout numérique quand on parle d'ingérence étrangère, notamment russe. Mais en fait, on voit très bien que ce soit en Moldavie, en Géorgie, mais au Sahel encore de manière encore plus saillante, que ça s'appuie aussi sur, je veux dire, des pratiques hors ligne dans le monde, si vous voulez, matériel, physique, à travers voilà, ce genre de pratiques qui sont euh, consubstantielles à ces phénomènes d'ingérence. On ne peut pas les dissocier et c'est vraiment enfin, l'Afrique subsaharienne offre un terrain tout à fait propice pour étudier ce type de pratiques, c'est clair. Je peux, Oui, je peux vous laisser réagir, mais c'est juste que j'ai très mal fait mon travail de modératrice parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour faire intervenir des gens du public. ok, allez, on note ça, tout Oui, à fait. allez-y, vous pouvez y aller et pendant ce temps, si des gens du public ont des questions, levez votre main virtuelle. Non, juste deux choses qui sont un peu liées à ce que Maxime a dit. Je crois qu'il ne faut pas s'estimer la manière dont ce narratif est utilisé par certains leaders locaux, j'imagine en Afrique, Mm. pour Bien leur sûr. avantage stratégique, hein. Donc, c'est pas qu'ils souscrivent à ce narratif, mais c'est qu'ils utilisent ça parce qu'ils savent que ça sert leurs intérêts et ça marche. C'est aussi un peu le cas dans les pays d'Europe de l'Est, l'Europe centrale et de l'Est. Et aussi, ce qui me frappe aussi, c'est le sous-investissement dans les narratifs. Il faut contrer ce narratif. C'est-à-dire que, au niveau de la Bulgarie, par exemple, tout ce qui est adhésion à l'Union européenne, adhésion à l'OTAN, n'est jamais vraiment discuté. Hein, les partis politiques, sur leur demande, ah, quel est l'intérêt de la Bulgarie à être membre de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment discuté. Donc, ça laisse Mm. un peu le champ libre à tous les Ouais. narratifs alternatifs qui véhiculent souvent des contre-vérités. Et par exemple, moi, je parlais des leaders politiques, des partis pro-occidentaux. euh, et en fait, ces partis n'avaient aucune doctrine au niveau de la politique étrangère. Ils étaient incapables d'expliquer à leurs électeurs pourquoi c'était important que la Bulgarie reste un membre de l'Union européenne et reste dans l'OTAN. Ils étaient incapables de proposer quelque chose. Pourquoi c'était important? Hein. C'était considéré comme étant un fait accompli qui n'était plus discuté. Mais en fait, il faut discuter ça. Il faut dire aux gens, il faut expliquer aux gens que tout n'est pas parfait, qu'il y a des défauts. Ces institutions qui ont leurs défauts, qui ont aussi leurs forces, mais qu'en fait, il y a une relation de coût-bénéfice. Mais les bénéfices sont beaucoup plus grands que les coûts. Mais il faut aussi être lucide au niveau des coûts et aussi mettre en exergue tous les bénéfices. Et en fait, ce qui me frappe souvent, c'est la faiblesse, disons, du contre-narratif, quoi. Hein. J'ai une espèce de, c'est pas une espèce de timidité, mais une espèce de sous-investissement dans un narratif qui, en fait, il y a moyen de discuter ces choses-là. Avec mes étudiants, moi, je discute souvent l'OTAN, l'adhésion à l'Union européenne, et les gens ont le droit de critiquer, ont le droit d'avoir des questions, ont le droit d'avoir des doutes. Et et on peut très bien y répondre. Et malheureusement, je crois que ce job n'est pas assez souvent fait. Laurent, si tu veux poser une question, vas-y. Oui, parce que je ne vois pas d'autres questions, mais ben, merci beaucoup tous les deux. En fait, j'avais justement trois questions pour vous par rapport. Enfin, il y a une pour tous les deux, une spécifique à chacun de vous, même si sur la dernière, pour Jean, tu as commencé un peu à y répondre. Celle pour tous les deux, en fait, c'était ben, tous les deux, vous avez parlé justement de l'achat de, d'articles en fait dans les journaux, ce qu'on pourrait résumer ainsi. Est-ce que, enfin, de ce que vous voyez, bon après. Maxime Olivier, vous travaillez plus sur tout ce qui est le Sahel, donc là on a un cadre politique différent que dans le cadre de l'Union européenne, mais est-ce qu'il y a des mécanismes institutionnels, que ce soit au niveau national ou donc
au niveau de l'Europe, on va dire de l'Union européenne, qui pourraient être mis en place pour réglementer cela, pour contrôler cela, pour éviter justement ce genre de situation, parce que bah, bien évidemment, ça, enfin, c'est de l'achat, enfin, de propagande. Enfin, je veux dire, donc, est-ce que de ce que vous voyez ou de, de vos analyses, il y a des mécanismes qui sont mis en place, des réflexions sur comment faire face à ça, comment réguler le problème ou l'empêcher. Il y a un lien avec ça même ben, pour ce qui est de la Bulgarie, ben, comment empêcher aussi la... Enfin, ça ne touche pas que la Bulgarie, on a aussi ce problème-là dans des démocraties plus occidentales de l'Ouest, mais comment éviter la concentration oligarchique au niveau des médias. Donc ça, c'est ma question pour tous les deux qui sont identiques. Et deux questions plus spécifiques. Une pour Maxime Audinet sur, bon, vous travaillez plus sur le Sahel, mais je crois que dans le cadre de corruption, vous avez mentionné que avec vos collègues, vous travaillez aussi sur d'autres pays. Est-ce qu'il y a des pays en particulier qui se distinguent en termes de ciblage? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a qui sont plus ciblés que d'autres par rapport à toutes les données que vous collectez, pour savoir si justement c'est des campagnes tout azimut ou si au contraire il y a un ciblage qui est fait. Et enfin, donc pour Jean, ben, ça fait écho à la dernière partie de ton intervention. De ce que j'ai bien compris, c'était aussi un petit peu le propos de Romain Luquignou hier. J'ai l'impression que, par exemple, en Bulgarie, Roumanie ou aussi Moldavie, sur ces questions-là, où il y a beaucoup de narratifs et de fake news qui sont diffusés, ben, comme tu le disais aussi en début de ton intervention, le problème, il vient pas qu'il y a une politisation d'emblée et qui s'en suit, c'est plutôt qu'à la base, en fait, il n'y a pas de politisation au sens positif du terme, c'est-à-dire c'est des sujets qui ne sont pas abordés par les partis considérés comme plus pro-européens et que c'est compte tenu en quelque sorte qu'il n'y a pas ce discours-là déjà à la base positive qui fait que bah, le discours des narratifs se développe plus facilement parce que bah, les gens n'ont pas accès à l'information, on leur donne pas d'arguments de dire bah, pourquoi l'Union européenne c'est pertinent, pourquoi l'OTAN c'est pertinent, etc. Et donc ma question par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a des réflexions bah, justement dans les partis politiques plus pro-européens, déjà en Bulgarie, peut-être en Roumanie, sur bah, ce serait peut-être temps qu'ils développent une vraie doctrine par rapport à ça, enfin du moins une vraie réflexion et qu'ils publient par rapport à ça. Est-ce que ça serait pas une solution justement pour régler, enfin, pas régler le problème, mais du moins essayer d'apporter une solution? Je commence Maxime, du vas-y, coup. commence, Ok, commence. comme tu Lance-toi, veux. lance-toi. Putain, parce que je vois on peut déborder un Oui, peu du coup. Ok, oui, on d'accord. peut déborder Ok. 5 minutes, on peut déborder 5 minutes, comme Ouais, ça bon, après on aura 10 non, minutes mais de pause. je vais essayer d'être très rapide. Donc oui, sur la première réponse, alors c'est effectivement c'est des pratiques qui existent ailleurs. Alors je pense que c'est le blanchiment d'informations ou l'achat de journalistes et d'articles, c'est une pratique parmi tant d'autres des ingérences. Et là, si on s'intéresse à la riposte, si on s'intéresse pardon à la riposte, on voit très bien comment, si on compare le contexte 2016-2017, qui est vraiment le moment où il y a une prise de conscience de cet enjeu des ingérences. Enfin, ça commence tout juste à ce moment-là, vraiment en tout cas dans les sociétés occidentales, et ce qu'il y a eu aujourd'hui, il y a eu un saut absolument considérable. Je pense que le cas de la France est pas inintéressant, mais on pourrait utiliser d'autres pays. Je pense à la Suède, par exemple, évidemment à l'Estonie, la Pologne, mais la France, par exemple, on voit très bien qu'il y a des institutions qui ont été créées, comme par exemple l'agence Vivinum, qui lutte contre les ingérences numériques étrangères et qui est devenue aujourd'hui une sorte de modèle qui, d'ailleurs, que certains essayent de répliquer un petit peu ailleurs en la matière, mais par exemple, il y a eu un cas très emblématique récemment en France, euh, qui était un journaliste qui s'appelle Rachid Mbarki, qui bossait pour BFM TV et qui a qui a diffusé des contenus, qui a été payé pour diffuser des contenus favorables, dans mes souvenirs, en fait, c'était une campagne qui s'appelait Team Jorge, qui d'ailleurs a été révélée par Forbidden Stories aussi, qui témoigne de cette privatisation aussi de la désinformation. Et il a été acheté pour diffuser sur BFM des contenus favorables à son client, et je me souviens plus exactement qui était le client en question, mais en tout cas, ça lui a valu des poursuites judiciaires je sais pas où ça en est exactement aujourd'hui, mais c'est évidemment un sujet dont la justice peut s'emparer aussi, puisqu'on est face à des phénomènes de corruption. Il y a un cadre réglementaire, Dieu merci, qui réglemente précisément ce type de pratique. Et sur le ciblage, alors c'est une question que j'aurai pas le temps d'y répondre dans le détail parce qu'en fait, comment on répond? En fait, il y a une quantité
énorme de pays qui sont ciblés. Enfin, on voit très bien. En fait, c'est surtout une question de, comment dire, d'opportunité. C'est des pratiques qui sont très opportunistes et donc, disons que ces ingérences vont aussi à la fois s'appuyer non seulement sur la possibilité d'une forme, sur les vulnérabilités des sociétés ciblées, mais aussi en fonction du contexte tout simplement de chaque pays. C'est-à-dire au moment où il y a des élections, on voit bien qu'il y a une intensification de ces ingérences en contexte électoral. On sait que des pays, si on prend uniquement au sein de l'Union européenne, que parce que par exemple la France, si on reprend la France, est une puissance du Conseil de sécurité des Nations Unies, a une forte présence en Afrique subsaharienne. Bon, bah, elle a été aussi particulièrement ciblée parce que elle était, disons, une puissance occidentale à la mesure de laquelle la Russie pouvait aussi se confronter dans l'espace informationnel, ce qui est peut-être plus complexe avec les États-Unis, même s'ils font aussi d'autres choses. Mais on voit très bien que des pays comme la Moldavie, la Géorgie, la Roumanie, la Pologne. Enfin, voilà, c'est difficile de vous répondre, mais en tout cas, il y a un effort de ciblage assez généralisé. Et surtout, il y a ça peut être ça le plus important, il y a une tentative et un effort très prononcé pour adapter justement les pratiques, les récits, les contenus, les discours aux audiences qui sont ciblées. C'est-à-dire que c'est pas le même récit qui est propagé partout. Alors certains, il y a évidemment des points de convergence, mais il y a aussi des formes d'adaptation. Ça n'aurait aucun sens de diffuser un récit anticolonial de la part de la Russie en Suède, par exemple, bon, évidemment, ou en Amérique latine, ça va être plus un discours de gauche anti-américaniste aligné sur la gauche bolivarienne. On voit très bien sur RT en espagnol, etc., etc. Il y aurait plein d'exemples à vous donner, mais je vais laisser la parole à Jean pour pas qu'on déborde trop. Oui, très rapidement, hein, sur les mécanismes, il y a des mécanismes formels qui peuvent exister, mais je suis pas tellement expert là-dedans. Mais il faut se méfier entre les mécanismes formels et leur application, hein, au niveau pratique. Que ce en ce qui concerne le système judiciaire, la façon dont le système déontologique fonctionne au niveau de la profession journaliste, sont des pratiques qui sont vraiment courantes, hein. Et même les partis pro-occidentaux achètent aussi leur contenu de la presse, hein. Je veux dire, tout le monde le fait. Parce que c'est une question de survie, en fait, hein. Ils doivent avoir une exposition dans la presse et ils peuvent pas faire sans, ils doivent faire avec, comme on dit, et ils peuvent pas y échapper. Euh, pour prendre l'exemple de cet oligarque que j'ai mentionné, Pevsky, dont le nom figure sur la liste de Magnitsky. La liste Magnitsky inclut une dizaine de chefs d'inculpation possibles à l'encontre de cet oligarque bulgare, alors que jusqu'à présent, il n'a jamais été poursuivi par une cour bulgare. Et je peux vous dire que l'exposé est assez détaillé, fourni par les autorités américaines. Donc, à mon avis, on peut raisonnablement se douter qu'il y a un peu de vrai là-dedans, même si tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit jugé et condamné. Et au niveau des partis politiques, euh, les partis politiques sont tellement absorbés par les débats à l'intérieur et la Bulgarie, si vous connaissez un peu la Bulgarie, c'est un pays qui a eu 7 à 8 élections ces 2 dernières années. C'est donc vraiment il n'y a pas de il n'y a ni le temps ni l'espace pour ces discussions. Il y a eu des tentatives qui ont été faites il y a justement en 2022-2023 où un nouveau parti pro-occidental a en fait gagné les élections et a commencé à réfléchir éventuellement à formuler une doctrine de politique étrangère. Mais en fait, comme il y a des crises politiques sur crises politiques, ils n'ont pas vraiment eu le temps d'y consacrer beaucoup de temps. Et je crois qu'en fait, mais c'est pas uniquement au niveau des partis politiques, c'est aussi au niveau des institutions européennes, au niveau de l'OTAN. Je crois qu'ils devraient aussi investir euh, là-dedans, hein. Et je crois que ce serait bon pour eux d'être un peu plus actifs au niveau des jeunes, d'avoir des discussions et tout. Nous, on a fait quelques projets ici avec les jeunes et franchement, ça marchait assez bien. Et avoir ces discussions, ça permettait vraiment de mettre à mal tous les mythes qui sont perpétués comme ça, hein. L'OTAN, organisation agressive, OTAN, organisation qui en fait
n'a de cesse que d'envahir les autres pays. Voilà, mais non, il faut. Et c'est des gens qui sont tout à fait normaux et tout à fait sympathiques, et franchement, mais ils répètent ces discours, il faut à ce moment stopper, mettre sur pause et avoir une discussion. Et je crois qu'il faut faire ça un peu plus souvent. Mais c'est vrai que, bon, on vit dans une société, bon, c'est un peu un cliché, mais on a de moins en moins de temps pour les discussions, comme vous le savez, hein, c'est les réseaux sociaux, TikTok, avec une attention très très limitée, avec plus une attention au niveau des slogans qu'au contenu. Donc je crois que c'est un combat qui à court terme, malheureusement, sera très dur à gagner, mais je crois qu'à long terme, on peut le gagner. Donc tout n'est pas perdu. Voilà. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, du coup, je pense, parce que Ouais. ça fait une petite pause avant le prochain panel. Laurent, je te laisse si tu Oui. veux. Merci Manon d'avoir modéré ce panel. Merci beaucoup, Merci Manon. donc aux Merci à vous. Oui, merci. deux intervenants. Ce que je vous propose de faire, vu qu'on a un peu décalé, c'est de reprendre avec 5 minutes de retard, donc à 35 plutôt que 30, donc, 10h, 10h35, 16h35 selon où vous êtes, et on aura largement le temps comme ça d'aborder le deuxième panel, et en même temps, pour ceux qui en ont besoin, de prendre une pause donc, de 10 minutes. Mais merci encore à tous les trois. Ok, Merci merci à vous. beaucoup. Hein. Merci à Maxime.